Alors bonjour à tous et merci pour votre participation. Donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Cyril Armange de Finance Innovation et Mehdi Labani de M4B Labs. Je vais te laisser te présenter. Alors on commence par toi, Mehdi. Oui. Dis-nous qui tu es. Merci Sébastien de me recevoir dans ton talk qui permet de parler sur la finance et l'implication de l'IA, comment elle permet aussi d'impacter l'IA. Merci à CSC de répondre à nous. Donc, je suis ravi de pouvoir le faire. Moi, je suis ingénieur de formation de base et finalement, j'ai commencé ma première mission de conseil dans tout ce qui concerne les systèmes et réseaux pendant plusieurs années afin de m'orienter simplement et gentiment vers des missions opérationnelles, matheux, de passion et de formation. Et cette partie matheux. Attention, tu as coupé ton micro. Ton micro n'est plus connecté. Voilà. Est-ce qu'elle est connectée maintenant? Oui. Super. Je ne sais pas ce que vous avez tout entendu. Est-ce que je vais répéter rapidement? Oui, ça a coupé il y a quelques mots là. D'accord. Donc, ça m'a permis plus ou moins de garder le lien avec la formation en probabilité statistique, mais je ne savais pas que la hype qui était depuis quelques années va essayer d'attirer mon attention vers les transformations digitales des entreprises. J'aide les entreprises à se positionner dans le Web3, saisir les opportunités pour qu'une entreprise prenne de parts de marché. Et il est clair qu'aujourd'hui, ne pas parler de l'IA, c'est de faire la politique de l'autruche. Tout le monde se demande comment augmenter la productivité, comment augmenter la performance et comment exister dans un marché concurrentiel. Et donc, mon rôle, c'est d'aider les entreprises à se structurer, à choisir des solutions et de savoir qu'est-ce qu'elles veulent elles-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai plein de choses à dire et en tout cas, je pourrais les complémenter tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, je fais des missions de conseil. Je suis speaker dans des events à l'international auxquels je serai au mois de décembre, un très bon event en Algérie, en Afrique, et la semaine prochaine aussi à l'université d'Alger, par laquelle on va parler fintech et IA. Eh bien, écoute, merci. Et de ton côté, Cyril Armange, ton parcours, dis-nous en plus. Merci Sébastien déjà pour cette invitation et cette opportunité de discuter d'un sujet qui est pratiquement infini, j'ai envie de dire, où il y a beaucoup de mythes, de préjugés, mais je pense qu'avec mon ami Mehdi, on va s'attacher effectivement à aller sur des cas d'usage concrets, sur des choses qui marchent bien ou des choses qui marchent un petit peu moins bien. Donc un grand merci pour cette opportunité d'échanger sur cette thématique. De mon côté, donc voilà, je suis Cyril Armange, j'ai commencé dans la recherche en finance. Après des études de sciences politiques, j'ai fait Sciences Po Paris et puis j'ai été par hasard mordu par les enjeux, les challenges dans les services financiers. Je commençais par la recherche, comme je l'ai dit, puis j'ai très vite basculé un petit peu de l'autre côté du Rubicon dans l'aspect très opérationnel. Et depuis effectivement plus de 5 ans, voilà, je suis directeur général adjoint de Finance Innovation. J'ai toujours tendance à présenter Finance Innovation comme un site de rencontre, comme mythique en fait. Notre idée, c'est vraiment de mettre en relation justement l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème d'innovation en France, que ce soit les grands comptes, que ce soit les fintechs, les PME, les startups, les cabinets de conseil, les investisseurs, enfin, bref, toutes ces structures, toutes ces personnes, toutes ces intelligences qui collaborent ensemble. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir créer de l'intelligence collective sur des sujets qui concernent directement la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la blockchain, évidemment l'IA. Et si je dois résumer principalement nos missions, on a 3 missions. La première mission, c'est d'accompagner un petit peu les acteurs historiques de la finance traditionnelle dans leur transformation digitale et numérique. Donc, on est un tiers de confiance, justement, qui permet à ces acteurs de se transformer dans les meilleures conditions. Le deuxième point, c'est d'accompagner ces fintechs, ces startups, effectivement, dans leur milestone, que ce soit de lever des fonds, que ce soit d'avoir de la notoriété, de la visibilité, de s'exporter au-delà de la France. Donc, nous, on va mettre toute une offre de services à leur disposition pour qu'elles puissent atteindre leur objectif. Et puis le troisième point, et je pense que voilà, aujourd'hui, ton invitation illustre un petit peu cette mission, c'est d'être un petit peu un think tank et un do tank, avec l'idée justement voilà, d'animer l'écosystème, d'apporter de la pédagogie, d'apporter des cas d'usage sur les inflexions, sur aujourd'hui les tendances technologiques, sur les ruptures qui concernent directement les services financiers. Et j'ai le plaisir justement de collaborer avec Mehdi, qui est membre de Finance Innovation et qui nous apporte toute son expertise autour des sujets blockchain, DeFi, avec notamment l'organisation des matinales de la blockchain que nous faisons depuis plus d'1 an. Voilà pour moi. 2 ans.
2 ans déjà. Ben ouais. J'ai dit plus d'1 an, mais ça fait 2 ans. Tu as raison. Bah, écoutez, super. Donc, on va pouvoir commencer l'échange. J'ai fait une trame de questions. Il ne faut pas hésiter à apporter votre complément. Par exemple, Cyril, Mehdi, tu vois, si tu as envie de dire quelque chose en plus, il ne faut pas hésiter. Pour commencer, on va parler d'IA au niveau de la finance traditionnelle et de la DeFi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, par exemple, comment l'IA permet d'améliorer tout ce qui est investissement, comment choisir, par exemple, les projets dans lesquels investir ou comment les investisseurs finalement sont appropriés l'IA pour l'intégrer dans leur prise de décision? Est-ce que tu as quelques exemples à nous partager? Mehdi, je te laisse commencer. Je te parle, non? Oui, je vais commencer. En fait, moi, je me rappelle, c'est déjà très intéressant dans les réunions et dans les meet-ups. C'est pas seulement de faire du relationnel, c'est aussi intéressant de sonder leur appétence. Et moi, je me rappelle, il y a 2 ans, lorsque j'ai été invité à un club d'analystes financiers, et la question qu'ils ont posée à l'auditoire qui parle de l'IA, ils ont dit, nous, on ne veut pas être des experts de l'IA. On veut que vous allez nous aider à faire notre métier. Mais en gagnant du temps, et en gagnant en efficacité. Et ça a vraiment attiré mon attention parce que beaucoup de personnes de l'IA, et je parle sous ton contrôle aussi, Sébastien, il y en a une frange qui permet de parler prompt, l'utilisation des, qu'on appelle ça intelligence générative, langage génératif, et d'autres qui veulent absolument aider les entreprises à connaître leur base de données, à connaître leur data et de faire des RAG à l'intérieur. Mais quand même, dans le milieu financier, l'utilisation de l'IA, ça date de longtemps. Mais c'était avec des machine learning. D'ailleurs, j'ai un article à préparer. C'est est-ce que l'homme peut battre la finance? Est-ce que l'intelligence humaine peut battre la finance? La réponse est non, sauf il y a un mathématicien qui a réussi à le faire. D'ailleurs, il est mort cette année. Il avait un fonds qui faisait une croissance de 60%. Et l'idée, il faut que l'intelligence soit une intelligence auquel il partage avec un nombre de personnes. Je reviens à mon sujet. Donc, lorsqu'on veut analyser les projets, la première chose à faire, la métrique à faire, c'est analyser les indices de ces historiques. C'est-à-dire que lorsque tu me dis, Sébastien, j'ai une entreprise en Chine, est-ce que je vais la comparer avec la même en Irlande ou est-ce que je vais comparer le métier, le marché? Donc, j'ai besoin d'analyser les données et de savoir ce que mon entreprise que je veux acquérir ou que je veux concurrencier, elle a les bonnes métriques. Il faut absolument que j'ai des outils d'analyse et c'est très important de mettre ça. Donc, la deuxième chose, c'est le scoring de crédit. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui me disent qu'est-ce que tu en penses de cette structure-là? Elle est endettée, comment on peut structurer le crédit? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme Fitch, comme les agences de notation, mais il faut absolument avoir une agence de crédit. Et là, l'IA joue un rôle très, très important. Pareil, il y a beaucoup d'entreprises, et je vais passer la parole parce que j'ai pas autre chose à dire aussi, les chatbots et les assistants virtuels, ça aide beaucoup les entreprises en finance afin de connaître leur marché, de le structurer et que l'IA ne soit pas forcément un accélérateur de performance, mais il faut absolument qu'ils font exactement ce qu'ils souhaitent faire, mais en ayant un conseil sur l'investissement. Et j'ai justement par la suite, j'ai des exemples concrets à donner. Ok, merci. Du coup, ce que je comprends, c'est que tu dois te baser sur des indicateurs, mais est-ce que l'IA t'aide à définir ces indicateurs ou est-ce que finalement, c'est toi qui dois, humain, poser on va dire, en tant qu'investisseur, quel type d'indicateurs et quels indicateurs tu vas regarder? Parce que j'imagine entre 2 investisseurs, ce n'est pas forcément toujours les mêmes critères Très bonne question. qui sont pris en compte. Très bonne question. Je vais prendre par exemple comme indice de réponse quelque chose qui n'a rien à voir avec la finance. J'ai assisté à des conférences sur le cancer du sein. Et je fais un petit coucou à tous les auditeurs féminines. Et finalement, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que l'œil humain, malgré toute l'intelligence humaine, ne perçoit pas tout le dégradé, toute l'information que les radios peuvent le faire. Donc, avoir un outil permet d'aller beaucoup plus loin. C'est la même chose. Lorsque BlackRock a voulu faire les ETF, la première chose qu'elle a dû faire, elle a fait un ratissage de tous les marchés, d'avoir la base de données et d'avoir des machines learning. En fait, ça dure depuis 10 ans, mais eux, ils ne le disent pas, c'est de l'IA, c'est de la générative, ils disent c'est la machine learning, ça nous permet justement à nous d'avoir des outils d'analyse en temps réel. Et ces outils d'analyse ne peuvent pas être à la même dimension humaine. Donc, parce que moi, ça m'amuse de voir des personnes qui me disent, moi, je fais une analyse graphique, et je fais le chart et je fais une certaine stratégie, mais tu ne peux pas être aussi rapide d'une machine qui a un bon algorithme qui peut aller beaucoup plus vite que toi. Donc, les entreprises d'investissement ont besoin de data
à analyser rapidement et pouvoir prédire. Ce que le Graal dans le monde financier, est-ce qu'on arrive à trouver l'algorithme qui permet de prédire? Il y a des algorithmes qui permettent de s'approcher, pas tout à fait, mais permettent de s'approcher et de faire des modèles avec des algorithmes permet d'aller plus loin. Et l'IA, justement, permet de jouer. Lorsqu'on dit l'IA, on ne parle pas de ChatGPT, hein, on est bien d'accord. On parle comment on peut analyser les données, comment on peut faire, justement, lorsqu'on dit aux gens, est-ce que vous savez, le top 500 au monde, c'est quoi? Ils te disent, c'est quoi le top 500? C'est les ordinateurs, le super ordinateur le plus performant au monde. Quels sont les organismes qui les détiennent? C'est l'armée, c'est la météo de certains pays. Et maintenant, on entend que le data center qui est fait par Orange pour le gouvernement français, pour l'armée, va être alloué à l'IA. Donc, on a besoin de données, on a besoin de traitement, on va aller beaucoup plus loin, ce qui va nous avoir un avantage concurrentiel. Et la finance, c'est la première cliente de ce genre de données. Et toi, Cyril, du coup, alors là, c'est la partie technique avec Mehdi, d'ailleurs, super explication. Et au niveau de toi, Cyril, de l'usage, on va dire, j'imagine que pour des réseaux, des investisseurs, des fonds, ça permet d'analyser en masse, justement. Ça doit changer un peu le métier par rapport à avant. Non, bien sûr, quoi. Bien sûr. Je plus sois les propos de Mehdi, hein, et c'est vrai que je pense qu'il convient de rappeler que l'IA, ça existe dans les services financiers depuis plus de 10 ans. L'IA générative, on est à peu près sur 2 ans. Et donc, effectivement, entre le machine learning et le data learning, aujourd'hui, on a véritablement en fait des ressources technologiques qui permettent aujourd'hui à des asset managers de compiler les données Bloomberg, d'avoir les recommandations des brokers, de compiler les articles de blogs financiers. Au final, des millions de documents qui sont passés au crible sur des périodes très longues, justement, qui permettent aujourd'hui non seulement d'entraîner les modèles, de les rendre plus pertinents, mais de permettre à ces asset managers, à ces gestionnaires de fonds, justement, d'accélérer justement leur prise en main des outils IA et aussi de faire des tests en fait sur l'analyse des marchés, sur les entreprises en amont. Et on se rapproche, et Mehdi l'a dit, c'est très important, on se rapproche peu à peu de la décision d'investissement. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent, qui ne sont pas tout à fait effectivement opérationnelles, mais on a bien compris que, notamment dans l'univers de la gestion quantitative, aujourd'hui, les gens sont capables, lorsqu'ils voient un thème émerger sur un marché, je ne sais pas, que ce soit un risque géopolitique ou la sortie d'un médicament, ils sont capables aujourd'hui de générer automatiquement des paniers de transactions, d'identifier des titres financiers qui vont permettre en fait de comprendre en fait comment ces éléments peuvent être impactés et comment justement ma décision d'investissement en fait pourra être mise en avant. D'accord? Ça, c'est très important. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier que, et je pense qu'on aura l'occasion un peu d'en discuter, que malgré tous ces usages, ces technologies sophistiquées, le garde-fou, ça reste l'humain. D'accord? Ça reste l'humain parce que on verra que ces technologies sont perfectibles et que l'humeur des marchés reste quand même une notion d'intelligence que les différents systèmes, que ce soit ChatGPT, que ce soit du data mining, ne peuvent pas forcément percevoir parce qu'on verra que c'est un autre type d'intelligence qu'il faut mobiliser. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, l'IA a clairement une value, voire une super plus-value aujourd'hui sur la sélection d'entreprises sur lesquelles il faut investir, sur l'analyse de marché. On s'approche aujourd'hui, grâce à ces technologies, justement, à la décision d'investissement. Donc ça, c'est encore autre chose, d'accord? Mais le tout avec un cadre humain qui reste assez présent, assez prégnant, parce qu'on est encore dans des choses qu'on est en train d'expérimenter. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que voilà, la prise en main se fait à travers beaucoup de tests et on arrive à des choses qui commencent à être concluantes. Et il y a, ce que vous avez dit tous les deux, ça me fait penser à des choses que je revois aussi dans d'autres secteurs comme l'industrie. Notamment, alors tu as cité BlackRock. BlackRock, ils ont des moyens, hein, ils ont des moyens, des datas aussi. Mais finalement, le fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la démocratisation, on va dire, de l'intelligence artificielle permet à n'importe qui de l'utiliser dans un contexte là où avant, c'était pas forcément possible. Si on l'applique à la finance, c'est-à-dire que monsieur tout le monde demain peut s'improviser investisseur à son échelle, mais je vois un risque aussi, c'est que du coup, si on ne maîtrise pas comment l'IA a été entraînée et sur quel type de données, finalement, on peut avoir un investissement, comme tu le disais, biaisé,
parce qu'on fait confiance à une IA si on n'a pas les compétences. Donc finalement, l'humain n'est pas encore remplacé, je pense, au niveau, comme tu le disais, Cyril, puisque il faut quand même une prise de décision à la fin avec un cerveau humain pour valider. Mais par contre, il y a quand même un risque important quand on ne maîtrise pas l'origine des données. Est-ce que finalement, on n'a pas été manipulé dans notre investissement par un entraînement biaisé volontairement, tu vois? Là-dessus, non, bien sûr, c'est important. C'est important. Tu vois, aujourd'hui, effectivement, ça me fait penser, tu as un outil qui étudie aujourd'hui un peu la documentation pléthorique, tu sais, qui accompagne les levées de fonds et tout. Tu as souvent beaucoup de documents. Aujourd'hui, tu as un outil qui s'appelle Schroders, qui te permet en fait de compiler automatiquement une 50aine de pages, tu vois, qui sont générées automatiquement à partir des données justement de la levée de fonds. Et tu avais justement le patron de cette solution qui expliquait que aujourd'hui, c'était nécessaire qu'un analyste humain justement puisse vérifier aujourd'hui l'écriture, ces recommandations qui étaient générées automatiquement, et surtout le plus important, c'était aussi de connaître la source de données effectivement, de ces informations qui étaient rédigées par l'intelligence artificielle. Et on verra effectivement au fur et à mesure de nos conversations les effets de biais comme les boîtes noires, comme les discriminations technologiques, etc. Et tout. Il y a la nécessité de comprendre comment tout ça marche en fait. Donc, il est toujours plus avisé d'avoir un peu quand même un certain nombre de connaissances sur les sujets sur lesquels on souhaite investir. C'est vrai qu'on va beaucoup plus vite parce qu'il y a des outils qui sont capables de compiler en fait des millions d'informations, des millions de données une vue d'ensemble. Mais quand même, voilà, je pense que l'intelligence humaine et l'intervention de son intelligence sur ces sujets, ça reste quand même fondamental. Je voudrais rajouter une chose à Sébastien, si je peux me permettre. Oui, vas-y. Parce que pour une entreprise, il ne faut pas l'oublier, elle cherche à gagner de l'argent et à ne pas perdre en même temps. Parce que parfois, on oublie que la première chose qui nous permet de gagner de l'argent, c'est de dépenser moins. Et il ne faut pas oublier qu'un des acteurs, et je salue les personnes qui sont dans le métier bancaire, la première source d'argent qu'ils surveillent, c'est la conformité. C'est-à-dire que la banque, elle peut payer très très cher si elle n'est pas en conformité. D'ailleurs, il y a des banques qui ont alloué à cette spécialisation de la conformité, et ils ont utilisé l'IA pour le faire, comme HSBC qui suit 680 millions de transactions. Donc, comment ça se passe la conformité? C'est la reconnaissance des documents, c'est le suivi des analyses comportementaux de toutes les transactions afin qu'elles soient en conformité avec le blanchiment et la lutte contre tout ce qui concerne les fraudes, parce que si elle ne le fait pas, et si elle est auditée, elle peut payer de grosses amendes. Moi, la dernière fois, j'étais en train de regarder les amendes que la BNP et d'autres banques françaises, ils ont payées. C'est assez cher et ça se compte avec 9 zéros. C'est vraiment beaucoup. Donc, la banque HSBC, c'est un exemple, elle surveille 680 millions avec l'IA de transactions par mois. Vous imaginez, si vous allouez à ce contrôle des humains, combien de personnes elle devrait embaucher, quel est le temps fou qu'elle devrait avoir. Donc, c'est vraiment un gain très important, et surtout pour la banque, la conformité. D'ailleurs, ceux qui ont le poste de conformité sont toujours des postes très stratégiques, pour ne pas dire très importants dans une banque. D'ailleurs, ça me fait penser du coup aussi au lien, parce qu'on parle de finance, mais il y a la DeFi. La DeFi, pour encore beaucoup, c'est une notion qui n'est pas forcément acquise, on va dire, et ça ouvre des problématiques et des enjeux un peu différents. Donc, globalement, ça reste de la finance, mais décentralisée. Donc, globalement, ce que tu viens de dire, Mehdi, en termes de suivi, en termes de conformité, là-dessus, je pense que l'IA, vu les volumes de données et la capacité à détecter peut-être des anomalies en termes de comportement, notamment, permet peut-être de se protéger un peu plus au niveau des banques et même des investisseurs, quoi. Exactement. Donc, suivre les anomalies, suivre la fraude, c'est un enjeu crucial pour une banque, de son existence même. Et c'est très important d'avoir des outils. Les optimisations de liquidité, tu sais, lorsqu'on est dans un DeFi, dans la finance décentralisée, on a ce qu'on appelle la pool de liquidité. Donc, c'est très important de savoir où se trouvent les pools de liquidité, comment elles s'orientent. C'est pour ça qu'on parle toujours du banane. Il y a tel mouvement qui est opéré et tel mouvement qui est opéré dans l'autre sens. L'équilibre du trading algorithmique pour les banques qui font du trading, ça existe depuis plusieurs années. C'est pas de la triche, mais un peu quand même. Donc, les banques qui utilisent l'algorithmique, ceux qui l'ont, tant mieux pour eux, pour elles, tant mieux pour elles. Ceux qui ne l'utilisent pas, c'est quand même un problème. Par contre, maintenant, il y a beaucoup d'entreprises d'investissement et des banques qui sont occupées pour le trading algorithmique. Et surtout, lorsque tu le dis bien pour le DeFi, je te remercie pour la nuance, on a besoin de maîtriser le flux. On a besoin de savoir comment les pools de liquidité s'organisent. On a besoin de savoir
l'identité des portefeuilles afin d'éviter une manipulation frauduleuse. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la peur que certaines banques qu'ils font que l'adoption n'est pas au top. Bien entendu, la révolution elle est en marche. On verra bien est-ce que l'élection de Donald Trump va donner un coup d'accélérateur ou pas. Parce que les élections, ils ont toujours des promesses. Après que les personnes sont installées, on verra bien si ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, la gouvernance décentralisée, c'est-à-dire comment je peux maîtriser ce flux d'informations. Il faut former les personnes à la finance décentralisée. Il faut absolument avoir des compétences, bien entendu, transversales dans les institutions financières et bancaires. Et bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut avoir des outils de contrôle et d'audit qui le permettent de le faire. Et c'est très important d'avoir des outils qui ne vont pas forcément dévoiler les datas de sa propre banque à l'extérieur. Et là où les RAG sont très importantes, donc il faut coïncider les données on-chain et les données extérieures. Alors pour ceux qui connaissent pas le terme de RAG, hein, c'est des solutions en gros d'IA où on croise on va dire les données entraînées avec des documents spécifiques ou des données en plus en dehors de l'entraînement, donc qui viennent enrichir le contexte. Par exemple, c'est de plus en plus utilisé dans les entreprises. Par exemple, dans l'industrie, vous avez des données de production. C'est pas forcément des données que vous allez communiquer à la planète entière. Donc, ou même dans la finance, j'imagine que tu as des données sensibles de clients. Tu n'as pas forcément envie d'entraîner des modèles publics avec. Donc, la notion de RAG, ça permet en fait d'entraîner un modèle avec un contexte généraliste et de rajouter une couche vraiment spécifique aux besoins ou à l'entreprise pour avoir des réponses beaucoup plus affinées et beaucoup plus justes en fait et pertinentes en retour de l'IA. Donc c'est une technologie qui a, je pense, beaucoup d'intérêt. Ça me fait une transition avec une question que j'avais déjà évoquée avec Cyril, un exemple. Bon, je peux pas citer le nom malheureusement, mais par exemple pour un fonds d'investissement qui choisit, tu vois, de choisir des startups dans lesquelles ils ont beaucoup de dossiers en fait en entrée. Investir par exemple dans telle ou telle société, ça passe comme tu l'as dit par de l'humain, mais grâce à un RAG par exemple, on peut mettre les cas où l'investissement a été négatif, on va dire un échec, et puis les cas où l'investissement a été positif avec un gain. Et automatiquement, ce que tu disais, Mehdi, le cerveau humain a des limites sur la masse de data, mais par contre, l'IA, elle, arrive à détecter des similitudes, des tendances, des liens peut-être de cause à effet. Et donc, ça permet à un décideur de dire, OK, quand j'ai un nouveau dossier qui arrive, je le soumets dans mon RAG, par exemple, et l'IA va dire, OK, celui-ci, finalement, ressemble à un cas qui a gagné pour X raison. Voilà. Donc, elle peut scorer, en fait, la qualité du dossier entrant et aider, du coup, à la prise de décision. Et là-dessus, je pense qu'à terme, de ma vision, un financier qui a des datas, tu peux les trouver dans les sites internet, à la bourse, dans le suivi des cours de l'action ou des devises. Mais globalement, tu as tes propres datas à toi qui sont issues de tes salariés, de tes prises de décision. Et ça, je pense que est-ce que actuellement, par exemple, dans l'univers de la finance ou de la DeFi, vous commencez à voir apparaître ce type de comportement, c'est-à-dire que avant c'était un salarié qui avait le savoir, maintenant le savoir finalement on capitalise dessus grâce à des solutions, par exemple comme le RAG. Exactement. Je vais faire juste une parce que tu es en train de me voir en train de feuilleter cela, c'est pas parce que je ne suis pas concentré, c'est que j'avais envie de donner un exemple concret. Il y avait lundi un événement au ministère des Finances sur la décarbonisation et comment les grandes entreprises anticipent les mutations. Donc, tu vois, la finance, l'économie, la macroéconomie. Et donc, tu vas voir que l'IA intervient dans un coin auquel on n'intervient pas. Donc, il y avait une session de travail sur les M&A, les fusions-acquisitions, en France et en Europe. Et donc, j'étais très intéressé de cette session. Donc, j'ai participé. J'ai sorti avec plein d'idées. Et donc, finalement, j'ai appris qu'il y a des entreprises qui sont en train d'anticiper 2025 jusqu'à 2030, travaillent sur des tendances de décarbonisation et que finalement, des entreprises très aguerries se posent la question comment on pourrait utiliser cela. Et parmi les acteurs qui ont pris la parole, je sais qu'on est enregistré, donc il n'y a pas de problème de pouvoir le dire. Et parmi les acteurs, il a dit nous avons pris la peine de faire un groupe de data scientists pour comprendre les datas qui existent, qui sont offertes à nous. Sinon, on ne comprend pas les datas, on peut pas être opérationnel. Et nous avons justement entraîné nos modèles sur une IA maison, c'est-à-dire une IA pour nous. C'est pour cela que les entreprises comme Efimov est très intéressant, c'est qu'ils nous ont besoin d'avoir un chat GPT local
de maîtriser leur data afin de comprendre les investissements futurs et de comprendre comment ils peuvent avoir les cessions et les acquisitions qui vont se dessiner en Europe et en France pour 2030. Donc finalement, lorsqu'on parle de l'impact de l'IA à l'institution financière, ça va outrepasser le domaine des banques et aussi des entreprises. On a même des entreprises de taille intermédiaire à dire très grande, comme ceux qui utilisent les autoroutes. Et finalement, c'est très important pour eux d'utiliser l'IA. Et ce que je regrette, lorsque je vois sur certains posts LinkedIn ou autres, l'IA pour certains, c'est comment maîtriser Claude, comment maîtriser ChatGPT, comment je peux faire un prompt. C'est malin, c'est sympa, c'est gentil, ça permet plus ou moins d'être efficace dans ce travail. Mais les enjeux que les entreprises se posent, c'est comprendre comment les masses financières devaient être optimisées et comment analyser la data. Et finalement, c'est un enjeu crucial. D'ailleurs, je dis ça et je vais m'arrêter. Comment le métier de développeur est en train de subir une grande pression, c'est-à-dire, si on n'était pas dev avant, c'est pas grave, on peut s'entraîner avec de l'IA, mais en tout cas, ne pas être pluridisciplinaire, c'est devenir un enjeu où beaucoup de devs ont du problème de trouver du travail. En plus de là, pour être clair, moi, ce que je vois avec Efimove, justement, sur les projets qu'on nous confie, hein, que nos clients, l'essentiel, finalement, presque du travail consiste à la qualité de la data, l'identifier et de la qualifier et un travail dessus. En fait, ça peut amener même à des mises en place de process inexistants dans l'entreprise. Tu vois, notamment, j'imagine que dans la finance, tu vois, ou la DeFi, tu veux mettre, comme tu as dit, un moteur avec un assistant basé sur un modèle entraîné, même maison, hein. Mais déjà, le premier travail, ça va être d'identifier tes données parce que tu as peut-être des données qui sont corrompues, trop anciennes, voire même biaisées parce que pour X raisons, je sais pas, je vous donne un exemple, le mec qui a produit 80% des rapports était misogyne ou était raciste ou était, tu vois, pour différentes raisons. Ce qui fait que tu as quand même un travail sur les datas pour te dire, déjà, d'un point de vue humain, est-ce que mes datas, finalement, elles sont déjà pas biaisées? Parce que si tu entraînes une IA sur des datas biaisées, forcément, tu auras des réponses en conséquence biaisées. Donc, c'est un travail qui a l'air de rien quand on le dit comme ça, mais c'est un gros chantier, en fait, quand on veut mettre de l'IA dans des process, quel que soit le secteur, hein. Et dans la finance, finalement, je pense que comment tu peux, Cyril, peut-être tu peux répondre, mais pour des entreprises qui voudraient mettre en place des processus financiers, du coup, comment est-ce qu'il existe des données, on va dire, certifiées? Comment tu vois garantir que ce que tu déploies en interne, finalement, n'est pas biaisé ou manipulé par une entité tierce ou tu vois, est-ce qu'il existe des données, on va dire, certifiées ou quelque chose dans la finance? Écoute, je pense qu'avant d'aller sur cette question de données certifiées, effectivement, pour moi, il y a une nécessité d'avoir de la méthode, en fait. C'est-à-dire que mettre en place, effectivement, des process d'IA, c'est déjà identifier, en fait, un certain nombre de problématiques, de questions dont on souhaite soumettre à l'IA pour trouver une solution, en fait. D'accord? Donc, il faut avoir une approche assez holiste. Et aujourd'hui, se dire effectivement, et tu as tout à fait raison avec Mehdi, déjà identifier mes données, mais surtout avoir un process de production au sein de mon entreprise qui me permet de générer de nouvelles données, parce que c'est là, en fait, qu'on fait le vrai gap. C'est là qu'on crée vraiment de la valeur ajoutée. Parce que si je suis, je ne sais pas, dans l'industrie, je raconte n'importe quoi, du disque dur, mes concurrents, ils ont plus ou moins les mêmes données que moi, en fait, puisqu'on est sur le même marché. Mais là, l'idée, c'est de savoir effectivement comment j'arrive à créer une chaîne de valeur, à mettre de l'analytique, à créer des données, à structurer mes différentes étapes de production avec des talents, avec un certain nombre de compétences, de soft skills qui ne soient pas uniquement sur les data, mais qui concernent peut-être de la sociologie, de la géopolitique, mais plusieurs thématiques transversales qui vont me donner justement une vision d'ensemble qui me permettra de faire des expérimentations à court terme, d'identifier des cas d'usage prioritaires, concrets, de voir les irritants. C'est comme ça, en fait, qu'on va créer de la valeur ajoutée, en fait. Et à partir de là, on pourra effectivement faciliter l'expérience client, générer de nouvelles ventes, accélérer le choix, je ne sais pas, de ce fournisseur, de ses concurrents. Et ça, c'est vital, en fait. Et je pense que, et en plus, c'est vital, mais c'est coûteux. Enfin, je veux dire, ces process, c'est des process qui sont sur le long terme, qui sont coûteux, mais qui nécessitent de la méthode. Et souvent, en tout cas, des expériences que j'ai remontées au sein des différents acteurs bancaires traditionnels ou d'autres acteurs, en fait, ce qu'ils font et qui me semble vraiment hyper intéressant, c'est que ces gens se structurent avec un espèce d'organe de gouvernance
autour de la data pour justement vérifier la qualité de la data, vérifier si les biais effectivement existent, confronter cette data à la fois au niveau COMEX, mais au niveau aussi des salariés. Comment justement je facilite la prise en main dans une banque justement par mes salariés de ces outils copilotes, de ces process pilotés par l'IA, etc. Et au final, on se rend compte que c'est tout un process en fait qui est cardinal, qui est important, déjà de définir son besoin. Est-ce que mon besoin, est-ce que l'objectif que je veux atteindre, l'IA est en mesure justement d'y apporter une réponse ou pas? Et ça prend déjà beaucoup de temps. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Merci. Et, Je peux juste rajouter, Sébastien, afin de ne pas perdre le public, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire Cyril, et je te remercie. Donc, n'oublions pas, mettre la base pour n'importe quelle entreprise, financière ou pas, c'est éviter les biais algorithmiques lorsqu'elle va mettre, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, Sébastien, lorsqu'elle va mettre une solution d'IA. Être en conformité documentaire, c'est vraiment la leitmotiv pour les banques, pour les entreprises d'investissement. Et bien entendu, on oublie, mais en tout cas, il y a un canal qui est vraiment connecté, c'est la sécurité des données. Je pense très fort à ceux qui ont perdu leur IBAN avec Free. C'est très important. Si une entreprise elle fait une politique d'IA et que finalement elle n'a pas de politique de sécurité de leurs données, c'est quand même grave. Donc, il faut absolument. Là, je pense que le DSI de l'entreprise, il va retrouver son rôle d'or qu'il avait perdu il y a 15 ans. Et je pense que c'est très important de faire une politique d'IA, de converser avec le manager, le business developer, et aussi avec le DSI de l'entreprise, c'est-à-dire quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on évite de perdre, il y a les deux, hein. Qu'est-ce qu'on essaye de gagner, qu'est-ce qu'on évite de perdre, et comment on sécurise la data, parce que si on n'a pas cette politique-là, ça sera quand même dommage. Est-ce qu'on fait la sous-traitance avec des data scientists qui nous font des modèles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'IA, data scientist et les modèles mathématiques. Les data scientists, leur métier, il a vraiment évolué. Et maintenant, ils étudient l'IA pour améliorer leur concept, qu'eux-mêmes impactent l'IA dans son fondement en général. Donc, on est dans une boucle. Voilà, je te tiens par la barbichette. Donc, lorsqu'une banque veut avoir à développer l'IA, elle se pose la question défis réglementaires, sécurité des données et bien entendu les données. Et pour les entreprises qui veulent faire la performance boursière, analyser les données, comprendre les manipulations du marché, parce que finalement, si je fais l'illusion d'acheter des actions en masse et je fais juste l'illusion, et par le trading algorithmique qui existait déjà avant, on appelle ça le trading en haute fréquence, donc je peux manipuler les cours. Est-ce qu'il y a une manipulation de cours ou pas? Donc ça, c'est vraiment les enjeux. Et finalement, il ne faut pas être un technicien de l'IA, il faut connaître le métier de chaque entreprise qu'on doit s'adresser. Bah, de toute façon, nous, on le voit, tu vois, quand les boîtes, dans quel que soit le secteur, en général, il y a toujours un audit pour commencer, parce que on se lance pas, comme tu le disais, Cyril, dans même un POC, tu vois, une première version d'un petit projet. Tu dois déjà savoir l'existant dans la boîte, quoi. Où sont tes datas, quelles sont les compétences que tu as à disposition dans tes équipes, même les compétences, tu vois, faut identifier les bonnes personnes, parce que on parle de biais, mais si je te prends quelqu'un qui, dans les cas que j'ai cités, selon lui, peut-être qu'il n'y a pas de biais parce que c'est comme ça, c'est sa manière de penser. Donc, pour lui, il n'y a pas de biais. Donc, il faut identifier déjà bien les personnes. Il faut identifier où se trouvent les datas. Des fois, il y a des trous, hein, il manque des datas. Tu as besoin comme tu disais, de collecter, hein, Cyril. Mais des fois, il te manque le process qui n'a pas historisé ou stocké. Donc, des fois, tu es obligé de passer déjà pendant quelques mois sur une phase de collecte ou de génération, de mettre en place un process. Et comme tu disais, Mehdi, ensuite de travailler aussi sur l'ensemble, la compréhension, et ainsi de suite. Moi, je recommande souvent de passer par une première phase qui est un audit pour faire un petit état des lieux, 2-3 jours, tu vois, pour voilà d'où tu pars, où tu veux aller, comme tu disais. Ensuite, c'est de mettre en place un petit POC, un petit projet test, pilote dans l'entreprise. Ça sert à rien de mettre un projet directement avec 10 millions d'euros sur la table quand tu sais pas où tu vas. Enfin, même si tu as les moyens, tant mieux. Mais je pense que déjà commencer par un petit projet d'entreprise à petite échelle qui te permet de valider justement. Parce que, comme tu le disais, c'est pas les mêmes compétences, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes enjeux. Donc, c'est important déjà de se rendre compte l'impact de mettre de l'IA en place en termes d'éthique. Là, je vois qu'on a MO Avocat dans les connectés, par exemple, le MO Avocat qui s'est spécialisé en IA, un des rares avocats en France aussi avancés. Je fais sa petite pub, mais c'est sincère. C'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, il y a l'IA qui va arriver en 2026, qui va donner un cadre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, notamment la finance va être impactée.
Donc, ce n'est pas le tout de déployer un projet, il faut le faire de manière structurée, méthodique, comme tu disais Cyril, structurée et avec une connaissance et une compréhension de comment ça fonctionne, Mehdi, comme tu le signifiais. Et c'est ça qui, je pense, fera que les entreprises arrivent à intégrer ça dans leur process. Et ça ouvre fondamental. Une des questions finalement, c'est la montée en compétences, tu vois, des personnes. Parce que souvent, on a eu l'occasion, Cyril, dans un débat récemment, de voir qu'il y a une vision de l'IA qui va remplacer les gens, en fait, pour gagner en productivité en termes d'argent. Ce n'est pas le cas parce que ce qu'on voit, nous, et Cyril, tu m'as confirmé que toi aussi dans ton secteur, finalement, quand on déploie une IA, ça crée des nouveaux besoins, en fait. Donc, comme tu as dit, Mehdi, tu vas devoir identifier des personnes pour leur donner un nouveau rôle. Tu vas devoir mettre en place peut-être des process qui n'existaient pas. Donc, en fait, tu ne vas pas forcément gagner en argent en termes directement et même licencier des gens. Tu vas créer des nouveaux besoins, des nouvelles manières de travailler qui vont générer finalement une plus grande productivité et plus d'efficacité en résultat final, mais pas toujours directement mesurable par un gain financier, par des licenciements. Ça, c'est important de le dire. C'est pas du tout l'IA, ça c'est ce qu'on vous vend en rêve, mais c'est pas la réalité en vrai. Hein. C'est voilà. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est important que tu le dises parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette vision prométhéenne des gains de productivité sur l'IA et tout. On n'en disconvient pas encore une fois et c'est vrai qu'on était ensemble lors de ces échanges à Toulouse grâce à notre ami Mehdi, mais c'est vrai que les gens oublient que dans l'intelligence, effectivement, et Mehdi l'a très bien expliqué, l'IA va exceller dans l'intelligence analytique, d'accord ? Ça va surpasser les performances humaines et sur ces tâches-là, effectivement, l'IA est meilleure que nous. Mais par contre, en revanche, il ne faut pas oublier que l'être humain maîtrise l'analytique, mais maîtrise l'émotionnel et le créatif, en fait. Et c'est là, justement, que les compétences, et on le voit notamment dans le secteur de la finance, hein, aujourd'hui, les compétences socio-émotionnelles, les soft skills, en fait, deviennent de plus en plus importants parce que l'idée, ça va vraiment de interopérabiliser l'intelligence de la machine, de l'IA, avec celle des humains. Comment j'arrive à comprendre, à réguler les émotions, les pensées, les comportements, comment je mets en place des interactions efficaces avec l'autre, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est la relation avec les autres, c'est la relation avec soi-même qui vont être à la base d'une mentalité de croissance. Et là, on reboucle sur ta question, Seb, de la performance des investissements au regard de l'IA. On a des données qui sont compilées, les données Bloomberg, etc. et tout, mais l'humeur sur les marchés, on sait très bien qu'il y a des biais qui sont présents. Et ça, aujourd'hui, en augmentant justement ses compétences, en embarquant aujourd'hui le collaborateur sur justement l'approfondissement de ses soft skills, on arrive à avoir un modèle plus ou moins équilibré qui fait qu'on prend de bonnes décisions en fait. D'accord ? Et ça, c'est important à savoir. Et ça s'associe un peu à la gouvernance algorithmique que tu expliquais, hein, Sébastien. C'est absolument ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre comment justement les choses marchent. Une banque, demain, elle doit justifier, et on a notre ami Mohan qui est connecté, elle doit justifier aujourd'hui son scoring de crédit. Et on sait très bien que dans le scoring de crédit, il y a plein de biais. Il y a eu plein d'exemples, notamment avec Apple Pay, où au final, le modèle était entraîné avec des données d'hommes blancs. Et du coup, quand vous étiez une femme, vous aviez 40% de chances en moins d'avoir un certain nombre de crédits parce que les données qui étaient entrées dans la machine étaient biaisées au début, en fait. Donc ça, c'est important de replacer un petit peu ces choses-là et de dire qu'aujourd'hui, effectivement, on n'est pas dans des choses où on va être remplacé. Enfin, pour moi, c'est des discussions de gouttière, en fait. D'accord ? On est vraiment dans un process de destruction créative. Et ça, on l'a vu à différentes révolutions. L'IA, c'est une nouvelle révolution. L'IA, c'est une technologie écosystémique. C'est un peu l'équivalent de l'arrivée de l'automobile au 19e siècle. C'est vraiment ça, en fait, l'IA. Sauf qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus vite, évidemment. Et il ne faut pas oublier que oui, il y a des gains de productivité. Oui, il y a de l'efficacité opérationnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des risques cyber également qui sont de plus en plus chers. Hein. J'ai lu dernièrement une fraude qui s'est passée à Hong Kong où, en fait, les mecs, ils ont déclenché une vidéo qui a été produite par l'IA et le mec, ensuite, il a fait un versement de 25 millions. Enfin, je veux dire, il y a ça aussi à prendre en considération dans la productivité, dans tout ce que ça apporte. Et on constate que ça coûte de plus en plus cher. Donc, quand vous couplez votre efficacité opérationnelle au coût que vous devez investir pour vous prévenir des risques cyber, qu'au final, les gains de productivité de 10%, de 8%, je vois plein de cabinets de conseil qui promettent le feu prométhéen sur ces sujets. Je pense qu'il faut avoir un peu de recul,
on apprend sur ces choses, on met en place des choses, on commence effectivement à comprendre les effets d'hallucination, les effets de boîte noire pour pouvoir, en tout cas, en tant que banque traditionnelle, et je suis un peu la voix des banquiers, expliquer comment ça marche. Parce que eux, les banquiers, ils sont attendus sur ça. Et l'IA Act, toutes ces régulations aujourd'hui qui se mettent en place, pour but de cadrer un petit peu tout ça. Ouais. Mehdi, tu as quelque chose. Je sais que Mehdi, tu es dans maxi 3 minutes, tu dois nous quitter. Tu m'as dit? Oui, exactement. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, il faut absolument que l'entreprise. D'ailleurs, je me rappelle, j'ai fait une corrélation et je vais justement attirer ton attention, mon cher Cyril. Il y a une vingtaine d'années, il y avait un métier en finance, une entreprise de cash management. Et le cash management, c'est-à-dire que tout le monde devrait être focus sur le cash. C'est pas seulement le financier, les trésoriers. Et une fois que l'entreprise fait une stratégie de management avec le cash management, ça lui permet d'exister encore plus. Je pense que par corrélation, l'entreprise fasse une politique de management de l'IA. Donc l'IA, on peut le manager. Je suis de ceux qui pensent, et je vais aller à l'encontre de certains, pas de nous, mais en tout cas de personnes qui sont dans le marché, il y aura une bulle. Moi, j'ai vu beaucoup plus de bulles dans ma vie professionnelle. J'ai vu la bulle Internet et j'ai vu que tout le monde dit tu as un ordinateur Internet, tu peux faire une start-up, tu seras millionnaire, et que finalement, il y avait une bulle. Moi, je pense que la bulle de l'intelligence générative, elle va éclater à un moment ou à un autre. Mais en attendant, pour avoir la bonne gouvernance dans l'entreprise avec l'IA, il faut faire un management de l'IA. Est-ce que les gens dans l'entreprise sont au courant? Par exemple, la dernière fois, on a fait un salon au ministère de l'Intérieur. J'étais choqué, tu étais présent aussi, cher Sébastien, que beaucoup des visiteurs n'avaient aucune notion de la sécurité de la donnée. Et de souveraineté aussi. Et la souveraineté. C'est-à-dire, pour eux, ils sont dans l'IA, OpenAI ou pas pour OpenAI, c'est pas grave. Non, c'est grave. Donc, il faut absolument avoir une IA locale, souveraine, si tu travailles dans le ministère de l'Intérieur ou si tu travailles dans les ministères. Donc, c'est très important. La deuxième chose, c'est l'implication de chacun dans son métier. Est-ce qu'il y a des services qui vont perdre, je ne dis pas perdre leur travail, mais qui vont perdre la routine de leur travail? Parce qu'il y a certains nouveaux activité. Moi, je suis un peu désolé pour ceux qui font un tout petit peu le graphisme. Maintenant, préparer une maquette, ça sera compliqué pour ceux qui font le graphisme avant de proposer un devis, alors que la personne dit hey, c'est cher, un prompt sur Midjourney, est-ce que vous me faites? Moi, je peux le faire en Midjourney. Je veux faire mieux. Donc, il y a des métiers qui sont en tension, il faut le dire, mais il faut que ces métiers-là évoluent. Mais donc, revenons à notre sujet, dans l'entreprise et dans la finance, il faut faire un management, sécurité de données, comprendre le métier de chacun, comment on peut être beaucoup plus efficient. Et bien entendu, je tenais à répéter ce que j'ai dit dès le début, c'est le risque de conformité, c'est comment on peut sécuriser la data, c'est comment on peut maîtriser notre propre périmètre afin d'être un peu plus efficient dans l'entreprise. Et finalement, tu vois, ça, pour aller vers la fin de notre échange, j'aurais tendance à dire que ça ouvre une voie. En fait, tout ce qu'on vient de dire, ça montre qu'il faut se former, il faut former les salariés. Tu vois, parce que si on met des usages, des nouvelles solutions sans expliquer à la fois l'usage, les bonnes pratiques, le législatif et ainsi de suite, on va vers une catastrophe industrielle. En fait, ça c'est clair. Hein. Tu vois, parce que les gens vont l'utiliser n'importe comment, ça aura des conséquences sur le travail, sur les résultats, sur là pour le coup, la formation. Je pense que c'est un point important et clé dans les entreprises, notamment dans la finance. Encore faut-il choisir les bons supports de formation et les bons contenus parce que, comme tu le disais avec la bulle, moi, ça me fait toujours rigoler de voir des gens qui sont à 10 000 années-lumière de l'informatique et de l'IA venir expliquer en tant qu'expert en IA voilà, comment on doit faire. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent experts en ce moment. J'ai jamais vu autant d'experts en IA que depuis maintenant 1 an et demi, depuis l'arrivée de ChatGPT. Je suis assez horrifié pour certaines thématiques parce qu'on carrément, comme tu le disais, en termes de souveraineté, de sécurité, il y a même des experts en IA qui font la promotion de solutions totalement à l'opposé en fait des bonnes pratiques. Et je pense qu'il y a un gros chantier à faire au niveau de la formation dans les entreprises. Notamment pour qu'elles identifient, qu'elles fassent évoluer leurs salariés comme tu disais Cyril, pour les transformer sur des nouvelles manières de travailler et en même temps conserver leur compétitivité, tu vois, leur avance en termes de savoir-faire, d'expertise, voilà. Faut pas attendre en fait. Là, pour moi, les entreprises qui ne prennent pas le train en route auront des problèmes dans les mois à venir. Je parle même pas années, hein, c'est mois à venir parce que
comme tu le disais, hein, tu parlais de la Chine, tu parlais de l'Algérie, il y a toutes les nationalités, hein, toutes les sociétés sont en train de basculer dedans. Se dire non, j'y vais pas parce que moi, j'ai toujours travaillé comme ça, je suis meilleur parce que, comme tu le disais, avec ton graphique, je fais des meilleures analyses. Ça va être compliqué de tenir ce discours. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on est remplacé. J'avais mis une petite phrase dans LinkedIn l'autre fois, c'était que c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, c'est des personnes qui utilisent l'IA, en fait, qui le feront. Donc, au final, c'est savoir où on se trouve. Est-ce qu'on veut être ceux qui n'utilisent pas ou ceux qui l'utilisent de manière, on va dire, éduquée et en bonne connaissance. Là-dessus, pour le mot de la fin, est-ce que Cyril, toi, par exemple, tu as cette vision de former? Est-ce que vous avez, comment vous voyez le truc? Non, mais totalement. Je pense que tu as tout dit. Et c'est vrai qu'en tout cas, dans une entreprise, l'approche bottom-up est importante. Idem pour l'approche top-down. C'est-à-dire que si vous voulez embarquer les gens, il faut que toutes les pluralités, tous les métiers, effectivement, soient dans la chaîne de valeur quand vous mettez de l'IA en place au sein de votre structure. Ça, c'est fondamental. Je pense aussi, parce qu'on a peut-être des chefs d'entreprise qui nous écoutent, on l'a dit avec Mehdi, on l'a dit avec Seb, c'est OK, donc c'est auditer mes données, mais encore une fois, c'est comment je mets en place des systèmes de production qui me permettent de générer de la donnée, donc de mettre en place de l'analytique. L'analytique, c'est vraiment important. Encore une fois, l'IA, c'est de l'intelligence émotionnelle analytique. Donc des process, de l'automatisation, des tâches justement que je pourrais industrialiser et qui permettront à mes salariés et à moi-même justement d'être sur d'autres chaînes de valeur et d'autres expertises. Ça, c'est important. Mettre en place un système de gouvernance. On parlait de gouvernance algorithmique pour comprendre effectivement, éviter les biais et savoir comment les choses marchent. Ça, c'est important. Et je pense que notre ami Mohan qui est connecté sera d'accord avec moi. Et puis enfin, surtout, l'IA, c'est une course qui est très longue en fait. Hein, donc, ça coûte de l'argent. Mais c'est surtout la volonté et la régularité justement de tester, de mettre en place des petites choses, comme on le disait, pour pouvoir ensuite industrialiser à plus grande échelle. Et ça, il faut avoir cette rigueur parce que aujourd'hui, beaucoup commencent avec des projets IA, mais ils ne savent pas au final comment l'implémenter en fait. Et c'est vraiment catastrophique parce que vous perdez du temps, vous n'avez pas avancé, parce que les choses au début n'ont pas été identifiées, auditées, confrontées. Et ça, c'est quelque chose, en fait, c'est une culture d'entreprise, une nouvelle culture d'entreprise autour de la data qu'il faut mettre en place. Et ça, ce n'est pas intuitif aujourd'hui. Ouais. Et toi, Mehdi, du coup, on va finir après Go. Je pense que, comme tu l'as bien dit, on va évoluer vers l'homme augmenté avec l'IA. Donc, l'homme augmenté avec l'IA, il y a 15 ans en arrière, on a dit qu'il faut absolument continuer à se former. L'IA va nous ramener cet apprentissage nouveau, en fait, de permettre justement de travailler différemment et beaucoup plus efficient. Moi, j'aime bien le mot efficience. Et donc, voilà. Donc, l'IA ne va pas remplacer des métiers si la personne se remet en cause, essaie de s'adapter, essaie plus ou moins d'innover et d'être pluridisciplinaire parce que, mine de rien, lorsqu'on est dans le Web3, tu signes ton arrêt en matière de discipline. Tu vas maîtriser plusieurs disciplines. Et c'est cela, il faut rester ouvert, ne pas tomber dans la facilité, on ne veut pas d'argent du jour au lendemain. Je fais un appel à ceux qui attaquent le marché de la finance décentralisée pensant qu'on va devenir millionnaire. Toutes choses égales par ailleurs, il faut faire très attention au Bitcoin. Il y a des analyses et des IA qui analysent plus vite que d'autres. Donc il y a une concurrence des IA pour essayer de faire la spéculation. N'investissez pas ce que vous n'êtes pas capable de perdre. Il faut rester à l'écoute du marché. Et dans votre entreprise, regardez bien ce que l'IA pourra vous apporter pour être le plus efficace possible et restez ouvert à toutes les tendances et ne donnez pas plus d'importance que cela afin de pouvoir rester toujours en perpétuelle employabilité. J'aime bien le mot employabilité. Ce sera le mot de ma fin. Eh ben, super. Est-ce que, pour finir, certains des participants connectés qui nous ont écoutés ont des questions? On a 1 minute ou 2, peut-être pour répondre. Et si Mehdi, tu dois vraiment partir, je sais que tu as un rendez-vous important, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Allez. Merci beaucoup. Ok, ben merci Silam pour ce retour. Et voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez recontacter un des participants, vous pouvez, hein, en termes de Cyril ou Mehdi, n'hésitez pas. Avec plaisir. Ils sont sur LinkedIn, hein, de toute façon, et très actifs. Oui. Alors, merci donc Mohan pour ton message, hein,
parlant de notre niveau. Je sais qu'en tout cas, sans parler de moi, mais en tout cas, je sais que Cyril et Mehdi ont un sacré niveau vraiment. Et au-delà du niveau et de leur expertise, ils ont aussi des valeurs qui sont intéressantes. Parce que là-dessus, quand on parle de technologie, je pense que c'est important de l'utiliser dans un respect des valeurs, tu vois, parce que là aussi, ça peut faire du dérapage. Cardinal, complètement, c'est cardinal. Voilà. Donc, bah, écoutez, si tout est OK pour chacun, en tout cas, c'était un plaisir. Merci Cyril pour ta participation. Avec plaisir, Et avec plaisir. Mehdi, même s'il est déjà parti. Et donc, le replay sera disponible d'ici, je pense, 2 semaines, 3 semaines sur la chaîne EFIMove. Et puis, je les transférerai de toute façon à Mehdi et toi si tu veux la version Très bien. Très bien. plus MP4 ou autre. Et Ouais. voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et puis aux participants d'être venus nous écouter. Merci bien. Merci à vous. Merci Siam. Merci, merci Mon. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.